Sais-tu qu'il y a une langue propre à toute l'Afrique? Veux-tu la parler? Veux-tu l'écrire? Veux-tu constituer avec d'autres des communautés pour parler cette langue? Alors suis-moi, nous avons un voyage dans le temps et dans l'espace à mener. Bienvenue sur cette plateforme dans laquelle nous allons parler et écrire la langue de Guinée, la langue d'Afrique. Pourquoi est-ce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a une langue commune en Afrique? D'abord, première chose, les linguistes même disent qu'il existe une langue qu'on appelle Niger-Congo, la langue Niger-Congo. Vous savez, toutes les langues entre le Niger et le Congo, c'est-à-dire entre le Niger et l'Afrique du Sud, sont, ont la même parenté, comme on le dit, la même parenté génétique. Mais mieux, il y a des savants, d'illustres savants, tels que Cheikh Anta Diop, qui se sont rendus compte qu'il y a une similitude entre la langue de l'Égypte ancienne et leur langue d'extraction, c'est-à-dire le Wolof pour Anta Diop et le Sérère, et même le Peul aussi, parce que dans ses études il a eu à mener, il a confronté l'Égyptien ancien avec plusieurs langues sahéliennes. Il y a aussi un autre savant, Théophile Obenga, congolais, et Théophile Obenga lui aussi, dans ses recherches, a découvert que l'Égyptien ancien est en rapport, a des liens séculaires avec le Baoutou, le Bantou, la langue Bantou de l'Afrique centrale. Dans nos recherches, nous avons cherché, dans notre curiosité, nous avons eu à confronter de nouveau d'autres savants aussi. Je veux parler du Camerounais, du Bombari Mbok, qui, dans sa plateforme A Contrario et Air de Battage, nous enseigne les identités africaines. Il nous enseigne aussi comment est-ce que les Africains ont en partage une culture commune, que quelques mots et quelques expressions, quelques intonations diffèrent. Donc nous parlons la même langue. Je veux aussi parler d'un autre savant burkinabé, Sidoyen, Thomas Sidoyen, qui aussi décrypte les hiéroglyphes pour les rendre fluides, pour les rendre accessibles à tous. De notre côté, ayant visionné tous ces savants et lu ces livres, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre notre langue d'origine et l'égyptien ancien. On allait dire, pourquoi? Eh oui, et l'égyptien ancien. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, lorsqu'on dit beau, nané, en égyptien on dit nané. Nané, nyon, embêté, ça veut dire l'homme bon. Je souviens que Nyon, ça veut dire parent. Mais si vous suivez du Bombari Bok, vous allez vous rendre compte que le Nyon, c'est d'abord, on dit Anou, les premiers occupants de l'Égypte. Mais les Anou, c'est Nyon.
Parce que dans les hiéroglyphes, quand on dit Nyon, c'est le signe sémantème de l'eau. Celui avec qui tu partages l'eau en commun, celui avec qui tu partages le lait commun, le lait maternel en commun. Ça, si vous voulez avoir de plus d'informations, allez voir du Bombari Mbok dans Air de Battage. Donc, Nyon, c'est le parent. En BT, on dit Nyon, parent. Là où les hiéroglyphes eux-mêmes ont oublié la signification parce que c'était plus ancien, en BT, le Nyon, ça passe, c'est un parent. Quand on dit vient en BT, ça dit I. En égyptien ancien, c'est I. Lorsqu'on dit salut, on dit ayo. En égyptien ancien, c'est ayo. Je ne dis pas bonjour. Bonjour, c'est autre chose. Bonjour, c'est nanetoui. Mais salut, c'est ayo. Et ayo se dit aussi en BT. Nous avons que c'est le cadavre, le corps. En égyptien ancien, que c'est la momie, c'est le cadavre. Que c'est Osiris, la première momie. Ici, en Côte d'Ivoire, surtout dans la langue de mon extraction, toujours en BT, il y a des personnes qu'on appelle gazois, gazé. Il y a un comédien qui portait le nom de Gazé Cagnon. Ça veut dire, le cadavre a toujours un parent. De son vivant, on ne le connaît pas, mais lorsqu'il meurt, on le connaît. Gazé Cagnon. Voilà. Et le Nyon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le parent, il a des parents. Et vous allez trouver des personnes qu'on appelle gazois. Dans une perspective sans origine, on dirait gazois, ça veut dire la mort, ça veut dire le cadavre. Mais dans la perspective égyptienne, gazois veut dire Osiris. C'est-à-dire tu es un Osiris, tu es celui-là qui a un œil dans l'au-delà. Voilà. Nous avons aussi Gessé, le coton. En égyptien, on dit dans les dictionnaires hiéroglyphiques, le fin lin, Gessé. Le village porte le nom de Timé. Cuire, c'est pisser. Embêter, c'est pi. La paix. On a pour habitude de dire la paix, c'est Otep. Non, le P, c'est plus un déterminatif. Mais, chez nous, embêter, par exemple, la paix, c'est Otep. Ko-Otep. Otep. Otep, c'est calmer, c'est refroidir, c'est la paix. Et donc, la paix, embêter, c'est Ko-Otep. On met le ko, c'est un préfixe de classe. L'eau, elle dit nous embêter. En égyptien ancien, on dit newt, c'est les eaux primordiales. Les eaux d'où sont sortis tout le vivant. Mais le T de newt, c'est un déterminatif, donc on dit new. Donc l'eau en pays BT, c'est les eaux primordiales en pays égyptien. La route porte le nom de Kié. On dit chez nous Bué. On dit la place, c'est Ma. La région, c'est To ou Dou en BT. En égyptien, c'est To. En BT, c'est Dou. Nous avons même l'intergestion, qui est Aïe. Dans les hiéroglyphes, nous avons la marque du pied. Et ça se lit B. En BT, le pied, ça porte le nom de Bo. L'œil, c'est Yiri. On dit généralement Yirt. Non, non, non. C'est Yiri parce que le T, et comme je l'ai dit, c'est un déterminatif pour dire que c'est au féminin. Tous ces éléments-là nous font comprendre que il y a, comme le disent les savants, une parenté génétique entre la langue BT aussi et l'égyptien ancien. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter là et nous contenter de contempler cette parenté génétique-là. Pourquoi n'apprenions pas nous? Pourquoi nous n'allons pas apprendre de cette langue? Pourquoi nous n'allons pas la divulguer? Je vais vous donner un mythe fondateur. Le mythe de Osiris et d'Isis. En effet, Osiris, le premier roi d'Égypte, le premier roi de Kéné, est celui-là qui est un héros fondateur. Il a apporté l'agriculture, il a apporté la sédentarité, il a apporté aussi la prospérité, la croissance et la fécondité dans son royaume. Il avait avec lui comme épouse sa sœur Isis. Il avait aussi son frère auprès de lui.
Parmi d'autres frères, il avait son frère Seth, celui-là qui jalousait son pouvoir et voulait le voir mort pour pouvoir régner à sa place. Alors, un jour de banquet qu'il avait organisé, Seth invita son frère. Et lorsqu'il l'a invité, il a pris soin de fabriquer un cercueil, on dit un sarcophage, richement orné, et qu'il a promis remettre à celui-là qui tiendrait dans le sarcophage. Alors tous les invités de la fête sont venus, ils se sont essayés à se coucher dans le sarcophage, rien n'y fit. Personne ne pouvait, par ses dimensions, remplir le sarcophage. En fin de compte, Osiris est venu s'essayer aussi à la chose. Mal lui en prit. Et dès qu'il s'est étendu dans le sarcophage, Seth a fermé le sarcophage, le tuant de ce coup même, et a jeté le sarcophage dans le Nil. Ce sarcophage s'est retrouvé sur la Byblos. Et c'est là que, en cherchant le corps de son époux, Isis a pu retrouver le corps d'Osiris. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle l'a amené dans le delta. Et là, à un moment d'inattention, Seth encore a repris ce corps. Il s'est dit, mais attends, si je laisse ce corps-là, Isis va le ressusciter et il va revenir diriger sur nous. Et donc, je vais le démembrer. Il a pris soin de découper le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il a répandus sur tout le territoire de Kéné. Des 14 morceaux, Isis a pu rassembler, avec sa sœur Nephthys, a pu rassembler 13 morceaux. Le 14e morceau, c'est le phallus de sexe. Il s'est retrouvé dans le Nil, où il a été englouti par des poissons. Alors Isis, aidé des 13 morceaux, et a ajouté une barre de fer à la place du phallus, avec l'aide d'Anubis, constitué la première momie. Osiris a donc constitué la première momie. Et dans les différents endroits où elle a retrouvé les différents corps, les différents morceaux de ce corps découpés, elle a érigé un temple, de sorte que personne ne puisse dire que c'est ici que se trouve la tombe d'Osiris. Osiris est donc, de ce fait, le chef et le protecteur de l'ensemble de la terre de Kéné. En plus, en faisant une momie, il n'allait plus mourir. Il vit donc éternellement dans l'esprit des uns et des autres. Et il a pour mission, dans la mythologie égyptienne, de juger les vivants après la mort. Osiris est devenu un immortel. Je m'arrête là parce que ça continue encore ce mythe avec l'avènement de leur fils, Horus. Mais je m'arrête là. Et là où je veux attirer votre attention, chers frères, c'est que nous devons avoir cette mentalité d'Isis, de rassembler l'ensemble des morceaux de l'Afrique. Oui, l'Afrique a été disséminée à travers le monde avec la diaspora que la traite négrière a amenée outre-Atlantique, mais aussi sur le territoire même africain, où à travers les langues venues par le trichement de la colonisation, les Africains ont perdu ce qui est leur propre, c'est-à-dire leur langue. Donc, il est maintenant question de rassembler, comme Isis l'a fait, rassembler le corps d'Osiris pour en faire un, pour en faire une entité unique afin de faire de l'Afrique une entité qui paye et qui compte. Vous savez, on ne se développe pas avec la langue de l'autre. On ne se développe pas avec la culture de l'autre. On ne se développe pas avec l'écriture de l'autre. Nous avons donc décidé à travers ce canal-là d'apprendre l'égyptien ancien à travers une de ses écritures. Pour mémoire, en tout cas pour ceux qui le savent, l'Égypte ancienne a produit plusieurs écritures. La première, c'est les hiéroglyphes. Il y a eu le hiératique, il y a eu le démotique. Ces trois écritures, hiéroglyphes, hiératique et démotique, sont des écritures originelles, c'est-à-dire viennent de l'Égypte elle-même, sans intervention majeure de l'extérieur.
Il y a eu ensuite une écriture égyptienne, mais d'emprunt. C'est l'écriture copte. Et cette écriture copte-là, c'est la langue égyptienne avec des caractères gréco-latins que nous connaissons aujourd'hui, auxquels sont ajoutés 7 signes du démotique, de l'écriture démotique sans foi. Nous avons décidé, dans toute cette panoplie, d'apprendre effectivement le démotique. Pourquoi le démotique? Parce que de toutes les écritures originelles, je ne parle pas du copte, de toutes les écritures issues du cru, issues du génie de Thoth, le dieu de la connaissance égyptienne, c'est l'écriture qui nous permet d'écrire rapidement dans ce monde où les choses vont vite. C'est aussi l'écriture qui est une cursive, c'est-à-dire pour laquelle on n'a pas besoin d'être un grand dessinateur pour dessiner. Nous avons mené des investigations, nous avons cherché et nous savons que nous devons apprendre. Nous allons donc apprendre. Cette écriture démotique-là va de droite à gauche, comme d'autres écritures, l'écriture arabe, l'écriture hébraïque. Elle va de droite à gauche et elle est belle. Elle a servi pendant de longtemps. La première inscription démotique est un ordre du roi Psamétique Ier, 655 avant Jésus-Christ. La dernière inscription en démotique est datée de 452 après Jésus-Christ. Et cette dernière inscription-là est écrite sur un pilier, est écrite sur un pilier de l'île de Philae. Aujourd'hui, le pilier est englouti par un pylône, mais voilà, cette écriture-là est une écriture riche. Et je vous invite à, avec moi, rassembler l'Afrique autour de cette écriture-là. Mon frère, ma sœur, c'est quelque chose de grand. Et je suis convaincu que chacun se retrouvera dans cette formation. Chacun y ajoutera quelque chose. Chacun sera édifié par ce qu'il verra. Chacun sera édifié par ce qu'il saura. Parce que l'Égypte a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Vous savez, le démotique, c'est en Afrique qu'on n'en parle pas. Le démotique est devenu une science. Même dans les grandes universités, on apprend le démotique. Les grandes universités, on apprend le démotique. Pourquoi? Pour pouvoir déchiffrer les artefacts, les ostacons et autres papyrus de l'ancienne Égypte. Nous, ici, nous avons décidé de vulgariser ce démotique. Non pas pour déchiffrer les artefacts, parce que ça doit être fait. L'Afrique aussi doit déchiffrer. Mais, sachez-le, il y a des congrès internationaux sur le démotique. Nous en sommes, je pense, tous les 5 ans, au 5e ou 6e congrès international du démotique. L'Afrique n'y est pas représentée. L'Afrique ne s'y intéresse pas. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cela. Parce que nous n'y allons pas pour déchiffrer seulement des hiéroglyphes. Nous y allons pour nous redécouvrir. Nous y allons pour parler cette langue-là. Parce qu'elle est à nous. Les autres, ils ne peuvent pas la parler, ils ne font que l'utiliser. Nous devons la parler. Nous devons réveiller le génie qui dort dans notre esprit, dans le savoir, dans la pensée africaine. C'est en cela que nous allons atteindre les objectifs. C'est en cela que l'Afrique va véritablement démarrer. C'est en cela que l'Afrique va montrer qu'elle a quelque chose de spécial. Oui, les autres le savent. C'est pour cela que dans tous les pays, sauf en Afrique, il y a des instituts d'égyptologie, il y a des écoles de démotique, partout, aux États-Unis, en France, au Japon, en Inde, tout, sauf en Afrique. Et il est temps de mettre un terme à cela. Et je pense que ces capsules que nous allons donner ici seront l'embryon qui vont permettre de faire naître cet engouement-là pour Djémé, qui est une terre africaine que nous devons mûrir, que nous devons faire grandir
et que nous devons faire prospérer. Donc, je vous invite à vous abonner sur cette page, à inviter les uns et les autres à s'y abonner, mais à appeler même vos enfants, nos enfants, à participer à ces échanges. Ainsi, nous nous retrouverons et je pense que nous allons donner le meilleur de l'Afrique. Salut à vous et à très bientôt.